Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer une journée ensemble, une journée assez incroyable sur le thème qui, de la vie de beaucoup de gens, est vraisemblablement le thème le plus important pour la relance et j'allais dire, le rebond de l'économie française, c'est le terme intergénérationnel. On a tous en tête l'idée que faut-il un RSA pour tous les jeunes, faut-il relancer la réforme des retraites, enfin on peut imaginer toutes les questions et toutes celles-là en fait, nous renvoient à la question intergénérationnelle. Alors, cette journée, nous l'avons montée à plusieurs. La chaire transition démographique, transition économique, que j'ai l'honneur de présider, qui est avec mes deux amis François-Xavier Albouy et Alain Villemeur, qui sont deux directeurs de recherche, et puis beaucoup de jeunes que vous allez voir tout au long de cette journée. Nous avons eu le soutien top de Radio France, bien entendu, dans ses différentes composantes. Et puis, le groupe Bayard. Le groupe Bayard, c'est vraisemblablement le groupe qui, dans le domaine des médias, couvre l'ensemble de l'intergénérationnel, puisque que ce soit les seniors ou que ce soit les jeunes, les enfants même, ils couvrent l'ensemble des thèmes. Et nous nous appuierons surtout beaucoup sur La Croix, le journal le quotidien que beaucoup d'entre vous lisent. Et puis, il y a un dernier soutien, qui est le club Landry, qui est un club de chefs d'entreprise qui, avec le groupe Bayard, travaille sur l'intergénérationnel. Donc, vous voyez, tous ces gens-là travaillent, mais ensemble, mais avec des points de vue, des approches, et vous verrez que tout au long de cette journée, il y aura toutes les approches possibles et imaginables. Alors, il est vrai que nous avons beaucoup de représentants du gouvernement, mais c'est une bonne chose, puisque la question politique dans notre pays va devenir majeure, et ce sont bien les ministres ou les secrétaires d'État ou ministres délégués qui porteront des solutions dans les mois qui viennent. Je les cite juste pour que vous ayez en tête, au fond, l'ampleur de leur participation. Il y a évidemment Bruno Le Maire qui va intervenir dans quelques minutes, Sophie Cluzel qui est secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Olivia Grégoire qui est, elle, en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable, Elisabeth Borne qui est évidemment sur l'emploi, les problèmes d'emploi, et Dieu sait si ceci concerne toutes les générations. Sarah El Haïry, qui est là, en fait, que j'appelle la secrétaire d'État de la jeunesse, parce que c'est un beau mot. Et puis Brigitte Bourguignon, qui travaille sur l'autonomie, qui est ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, et qui est chargée de l'autonomie. Et donc c'est un ensemble. Mais je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'un séminaire gouvernemental, parce qu'il y aura des gens qui ne partagent pas du tout ces opinions. Il y aura surtout beaucoup d'académiques, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de jeunes, puisque tout au long de cette journée, il y aura des interventions et des débats entre des jeunes et des seniors. Donc, il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler de manière très solide. Et dans une dramaturgie qui est parfaite, on va commencer par Bruno Le Maire dans peut-être 2 minutes ou 1 minute, puis Jérôme Fourquet nous présentera juste après un sondage sur les thèmes qui sont les nôtres, et puis vous allez avoir 5 sessions, et tout ça se terminera par des propos conclusifs plutôt qu'une conclusion, parce que nous allons avoir beaucoup de gens qui vont donner leur opinion. Au fond, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Et vous allez voir que là, on retrouve toute la diversité des opinions qui peuvent s'exprimer sur ces thèmes-là. Je vais donc, dans quelques secondes, céder la parole à Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Et la relance s'appuiera sur l'intergénérationnel. Je le remercie beaucoup d'avoir accepté d'ouvrir cette journée longue et meublée de 5 sessions par ailleurs, mais je reviendrai tout à l'heure sur ces 5 sessions. Donc, à vous la parole, Monsieur le ministre. Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier les éditions Bayard, remercier Radio France et mon ami Jean-Hervé Lorenzi d'avoir organisé ces échanges autour de la question intergénérationnelle. Alors, je voudrais juste vous apporter mes réflexions de ministre de l'économie et des finances sur ce sujet.
Ma première réflexion, et celle qui me paraît la plus importante, c'est qu'il faut, dans le monde du travail, dans le monde économique, faire une place à chaque génération. Et dans le fond, c'est ça qui me paraît essentiel aujourd'hui en France. Ça me paraît le défi le plus important à relever. D'abord, permettre à la génération qui vient de prendre sa place le plus facilement possible dans le marché du travail. Et je vois bien toutes les inquiétudes qu'il y a au lendemain de la crise du Covid. Est-ce que nous allons trouver notre place? Est-ce que notre diplôme vaut encore quelque chose? Est-ce qu'on va pouvoir faire une année de césure? Est-ce que je vais pouvoir trouver un stage facilement? À toutes ces questions, nous devons apporter des réponses. Et nous devons aider les jeunes qui ont été les premiers à subir les conséquences de la crise sanitaire à trouver leur place facilement, soit dans l'entreprise, soit dans l'administration. Je crois que ça, c'est une responsabilité collective. Et pour tous ceux qui participent à ce colloque, je les invite vraiment à faire le nécessaire dans les responsabilités qui sont les leurs pour faire toute leur place aux générations qui viennent. Elles ont eu à subir les conséquences de la crise sanitaire. Elles doivent aujourd'hui avoir un accès privilégié à l'emploi, au stage et à la formation. Pour ce qui concerne le gouvernement, avec le président de la République et le Premier ministre, nous avons pris toutes sortes de dispositions pour permettre justement aux jeunes d'entrer le plus vite possible dans la vie active et dans les meilleures conditions possibles. C'est le plan Un jeune, une solution, qui est largement financé par le plan de relance et qui permet notamment d'avoir accès plus facilement à un CDI avec une prime importante et qui permet aussi de développer massivement l'apprentissage. Et je suis très heureux de voir que cette politique en faveur de l'apprentissage que nous avons portée avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, donne des résultats spectaculaires. Nous allons avoir près d'1,5 million de jeunes qui vont être en apprentissage. Et l'apprentissage, qui il y a encore quelques années était considéré comme une voie secondaire en France, devient la voie d'excellence pour accéder au monde du travail. Je pense que c'est une excellente évolution pour notre pays. Mais je le redis à chacun, que vous travaillez dans le monde privé, que vous travaillez dans une start-up, que vous travaillez dans l'administration, dans une très grande entreprise ou dans une petite TPE, faites le nécessaire pour donner leur chance aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Et puis il y a une autre question qui me paraît très importante, qui est souvent négligée ou reléguée à l'arrière-plan, qui est tout aussi importante que la première. C'est la génération des plus de 50 ans. Et je ne le dis pas parce que j'en fais partie, je le dis parce que je vois dans le monde économique français que les plus de 50 ans sont soit négligés, soit mis sur le côté, alors que nous avons besoin de leur expérience. C'est un gâchis considérable et inacceptable de voir que les personnes de plus de 50 ans sont écartées du marché du travail parce que c'est la solution de facilité. Cette solution-là, c'est celle qu'on a adoptée pendant des années au cours des décennies passées. C'est les pré-retraites, c'est l'éviction des personnes de plus de 50 ans parce que, soi-disant, elles coûteraient trop cher. C'est l'idée qu'il faut se débarrasser d'une génération pour faire place aux générations qui montent. Ces idées-là sont datées, elles sont fausses et elles sont même révoltantes par bien des aspects. Parce que c'est se priver de l'expérience des personnes de plus de 50 ans, c'est se priver de leurs compétences, c'est se priver de leur regard sur l'administration où elles travaillent, sur l'entreprise où elles travaillent, sur la chaîne de production où elles ont travaillé, sur les modalités de production, toute expérience qu'ils peuvent transmettre justement aux générations qui viennent. Donc plutôt que d'opposer les uns aux autres, la génération qui vient à la génération des plus de 50 ans, je pense au contraire qu'il faut viser la complémentarité entre ces générations, la transmission du savoir, la transmission de l'expérience, la transmission des valeurs, du lieu où on travaille, de l'activité que l'on exerce. Donc je crois que s'il y a une réflexion à ouvrir, parce qu'elle a été moins approfondie que celle sur l'entrée des jeunes dans le marché du travail, il y a désormais, de manière urgente, une réflexion approfondie à ouvrir sur la manière dont nous faisons une place aux personnes de plus de 50 ans sur le marché du travail, dont nous leur garantissons que leur expérience pourra être valorisée, et dont nous faisons en sorte que ceux qui sont en recherche d'emploi depuis plusieurs années et qui ont 50, 52, 53 ans gardent une vraie chance d'avoir accès à l'emploi et d'avoir accès à une nouvelle expérience avec une nouvelle qualification et une nouvelle formation. Cet enjeu il est d'autant plus important que, comme vous le savez, pour ma part, je souhaite que, le moment venu, nous mettions en place une réforme des retraites qui incite l'ensemble des Français,
en fonction évidemment de leur entrée dans leur carrière, de leur expérience, à allonger les durées de cotisation pour la retraite et avoir un départ à la retraite qui soit plus tardif pour que nous puissions tous travailler globalement davantage. Si nous voulons ouvrir cette réflexion, il faut en parallèle ouvrir la réflexion sur l'emploi des personnes de plus de 50 ans. J'insiste là-dessus, ça me paraît un enjeu tout à fait fondamental. Au fond, dans le débat que vous allez avoir aujourd'hui sur cette question intergénérationnelle, la question qu'il y a derrière, c'est l'idée qu'on se fait de la société française. Est-ce que nous voulons une société de conflit, dans laquelle les uns s'opposent aux autres, où on se bat pour les places, ou est-ce que nous voulons une société de solidarité, où on bénéficie chacun des qualités des autres? Moi, je crois profondément, évidemment, à la seconde option, celle d'une société de solidarité, où les jeunes bénéficient de l'expérience des plus âgés et où les plus âgés bénéficient de la remise en question que les jeunes apportent et du regard nouveau que les jeunes apportent sur leur lieu de travail. Donc je vous souhaite un très bon colloque, de belles réflexions et je serai très heureux, évidemment, d'avoir les conclusions de vos travaux le plus rapidement possible. Merci à tous. Bien, merci à vous, Bruno Le Maire, de cette manière de traiter le problème dans toute son ampleur. Et alors, je voulais d'abord vérifier que je n'ai pas dit une bêtise. Vous savez, ça arrive à tout le monde. Je crois que j'ai peut-être fait un lapsus. Il s'agit du club Landois, qui est un club très important sur la réflexion en matière d'intergénérationnel. Et donc, tout à l'heure, peut-être que j'ai fait un léger lapsus, mais permettez aux seniors à cette heure-là de peut-être, j'allais dire, d'avoir ce type d'absus. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet, j'allais dire quantitatif, puisque nous avons l'immense bonheur d'accueillir Jérôme Fourquet, qui est, vous savez, cet homme des patrons à l'IFOP de tout ce qui est statistique politique et d'entreprise, qui est un homme formidable, dont tout le monde a lu l'archipel français, écrit il y a maintenant un an et demi, qui est vraiment une référence et qui aujourd'hui nous livre les éléments de ce sondage, qui est d'ailleurs la suite d'une succession de sondages sur l'intergénérationnel, la jeunesse, la perception. Et je dois dire qu'ayant eu le bonheur d'avoir avant vous les premiers résultats de ce sondage, je trouve que c'est passionnant. Un grand merci à l'IFOP, un grand merci à Jérôme Fourquet, et pénétrons dans cet archipel une fois de plus réouvert, cher Jérôme, pour avoir les résultats de ce sondage tout à fait passionnant. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on va vous restituer ce matin les résultats de quelques questions de sondage que l'IFOP a posées à la demande de la chaire TDTE de la Fondation du risque, en partenariat avec le groupe Bayard et le club Landois, sur un état de l'opinion et un diagnostic sur l'état de nos relations intergénérationnelles. Cette enquête, on va le voir sur la diapositive suivante, a été juste après réalisée du 20 au 21 avril dernier sur la diapo suivante auprès d'un échantillon de 1000 personnes. Donc on est sur une étude méthodologie classique. Alors juste un petit point avant de rentrer dans les résultats, on peut aller sur la diapositive suivante. Un petit point de contexte. Vous savez que notamment à l'occasion de la crise du Covid, on a beaucoup entendu parler d'une éventuelle guerre des générations avec des jeunes générations qui, entre guillemets, auraient été sacrifiées au profit ou au bénéfice des générations les plus âgées pour que cette dernière puisse circuler. On aurait confiné tout le pays, etc. etc. Nous, à l'IFOP, on a tout de suite été relativement sceptiques sur l'idée de ce conflit ou cette guerre des générations, sans minimiser, on va le voir, le fait qu'il y ait un certain nombre d'intérêts divergents. On a, grâce aux études menées notamment en partenariat avec Bayard et le groupe Landois, observé que le lien intergénérationnel était toujours très intense au niveau individuel, au niveau familial, et que la force de ces liens, j'allais dire à hauteur d'homme ou dans les sphères personnelles et familiales, eh bien, était un très très puissant antidote
au développement d'un conflit de génération. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans les résultats de cette étude. Alors, sur la diapositive suivante, on constate que quand on interroge les Français, ces derniers nous restituent quelque part le discours médiatique ambiant. Si on leur demande, pensez-vous que depuis 20 ans, les liens entre les personnes des différentes générations s'est plutôt renforcé, plutôt affaibli, ni renforcé, ni affaibli, en termes de diagnostic, et si on les place un petit peu en situation d'expert, un Français sur deux vous dit ça s'est plutôt affaibli. Et seulement 14% qui vous répondent que c'est plutôt, ce lien s'est plutôt renforcé. Là où c'est intéressant, c'est que nous avons dans le coin à droite de la diapositive les rappels d'une question identique qui avait été posée il n'y a pas très longtemps, en 2018, donc avant le Covid. Et on voit qu'à l'époque, c'est 59% de la population qui considérait que le lien intergénérationnel s'était affaibli. Donc l'affaiblissement est toujours perçu comme étant majoritaire, mais moins qu'il y a 3 ans, moins qu'avant le Covid. Et encore une fois, là, on est juste sur un diagnostic, et les Français, en tout cas pas mal d'entre eux, nous restituent le discours ambiant. Quand on restreint la focale et qu'on les interroge, question suivante, sur ce qui se passe dans leur vie personnelle, et donc au plan individuel, eh bien, sur la diapositive suivante, on constate que les choses sont beaucoup plus nuancées que cela. Par rapport aux 10 dernières années, est-ce que vous êtes plutôt rapproché, plutôt éloigné, ou ni l'un ni l'autre des membres des autres générations de votre entourage? Vous voyez que c'est le statu quo qui domine, c'est la partie jaune du camembert, à 43%, et la partie en bleu qui concerne les réponses, nous sommes plutôt rapprochés des membres de notre entourage qui sont d'autres générations, est de 35%. Ceux qui répondent qu'ils se sont plutôt éloignés ne sont que 22%, donc c'est très minoritaire. Et donc, vous voyez le hiatus qu'il y a entre une perception globale sur l'ensemble de la société et les comportements individuels où, au mieux, on est sur un statu quo, enfin, au pire, on est sur un statu quo, et au mieux, on a même un resserrement des liens. Vous voyez sur la partie en bas à droite du graphique, la déclinaison des résultats de cette année par tranche d'âge. Et fait très intéressant, plus les sondés sont jeunes, plus ils sont nombreux à dire qu'ils se sont rapprochés des membres de leur entourage d'autres générations. C'est le cas de 46% des 18-24 ans. Vous voyez que plus on monte en âge, plus ce rapprochement est relatif. Et donc ces chiffres viennent corroborer l'intuition que nous avions à l'IFOP, qui contrebattait ou battait sévèrement en brèche l'idée d'une crise ou d'une guerre, même certains avaient parlé, n'ayons pas peur des mots, d'une guerre des générations. Vous avez entendu et observé le succès de l'expression OK boomer, etc., etc. Bon, eh bien, à l'occasion de la crise du Covid, c'est plutôt un resserrement des liens dans les sphères personnelles et familiales auxquelles on a assisté plutôt qu'à une tension. Pour s'en persuader, on va regarder maintenant les résultats de la troisième question de ce sondage sur le ressenti de la population sur la compréhension réciproque entre jeunes générations et générations plus âgées, sur la diapositive suivante. Donc on a interrogé notre échantillon en demandant est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord autour de l'idée que les jeunes générations, donc on les a définies entre 18 et 34 ans, les générations les plus âgées, 65 ans et plus, s'entraident. 57% des Français répondent que ça correspond plutôt à ce qu'ils ressentent. Et c'est en progression de 2 points par rapport à une enquête de 2016. Est-ce qu'ils partagent leur expérience? 51% partagent ce constat. Est-ce qu'ils ont des valeurs en commun? Là, c'est un peu plus tendu, 47%. Est-ce qu'ils se comprennent bien? Là, il y a un jugement qui est très majoritairement négatif, puisqu'on n'est qu'à 36% de réponses positives. Alors, vous me direz que les difficultés de compréhension et de communication entre les générations, c'est un petit peu vieux comme le monde, et donc on est sur quelque chose qui est assez classique. Mais sur la question de l'entraide, du partage de l'expérience, on a des jugements majoritaires, et vous voyez sur la partie droite de l'échantillon que, eh bien, notamment sur le rectangle orange qui correspond aux réponses des jeunes, par rapport à une enquête de 2016, on a 11 points de jeunes de plus qui nous disent que les générations s'entraident entre elles. Et on a également 9 points de plus sur nos jeunes qui nous disent qu'ils partagent, ces générations partagent des expériences communes. Donc là encore, vous voyez que ces chiffres viennent très fortement nuancer, sinon contredire, l'idée d'une guerre des générations. Et donc,
pour résumer tout cela, sur la diapositive suivante, on va s'y attarder un instant. On vous a fait figurer les écarts de réponse en orange sur les jeunes et en ocre sur les personnes plus âgées, respectivement dans l'enquête de 2016 et dans l'enquête de 2021. Si l'on prend l'item Centraide, nous avions un écart de réponse entre les deux générations de 20 points en 2016. En 2021, j'allais dire post-Covid, nous ne sommes pas encore complètement sortis, mais en 2021, l'écart n'est plus que de 8 points. Donc il s'est réduit par rapport à ce qu'il était il y a 5 ans. Sur la question de la compréhension, c'est l'item qui est tout en bas, l'écart générationnel en termes de réponse était de 18 points en 2016, il n'est plus que de 12 points cette année. Donc là encore, on a plutôt, une fois qu'on rentre dans le détail, une convergence accrue, même si les différences existent encore, plutôt que des plaques tectoniques qui seraient amenées à dériver chacune de leur côté. Pour terminer et essayer de rester dans le délai imparti, on va quand même nuancer notre propre propos en disant que bien évidemment tout cela n'est pas rose. Et comme je le disais en introduction, nous avons néanmoins des intérêts qui peuvent parfois diverger très sérieusement sur un certain nombre de sujets économiques et sociaux. Monsieur le ministre de l'économie a parlé du projet de réforme des retraites qu'on sait explosif en France, et donc nous n'étions pas concertés à l'avance. Nous avons ajouté une dernière question dans ce questionnaire pour justement illustrer le fait qu'il y avait sur certains sujets des écarts générationnels qui étaient très marqués. Donc on va aller sur cette dernière question qui est une question très classique. Êtes-vous favorable ou opposé au recul du départ de l'âge à la retraite pour assurer l'équilibre du régime? Donc, ce n'est pas un scoop pour les résultats d'ensemble. 64% y sont opposés. Donc, il y a une donnée d'opinion intéressante pour peut-être la suite des événements. Mais encore une fois, ce n'est pas un scoop. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la partie inférieure du graphique. Vous voyez que nous n'avons qu'une seule tranche d'âge qui est majoritairement acquise à l'idée d'un report ou un recul de l'âge de départ à la retraite. J'allais dire comme par hasard, ce sont les personnes de plus de 65 ans qui sont les bénéficiaires de ce système de retraite et qui ne seraient pas, bien évidemment, concernés par les mesures en question. Et donc, il y aura un double avantage pour elles à envisager ce processus, une garantie, une pérennisation de leur pension de retraite sans fournir d'efforts pour y parvenir. Et donc, on a des 65 ans et plus qui sont majoritairement favorables à 54%. Et vous voyez que toutes les autres tranches d'âge sont très massivement opposées à ce report. Alors, léger bémol, y compris chez les 65 ans et plus, on a quand même 46% de nos retraités qui sont opposés au recul de l'âge de départ à la retraite, peut-être notamment en lien avec les relations fortes qu'elles entretiennent avec les générations plus jeunes de leur entourage et dont elles savent que le maintien en emploi, notamment pour les plus de 50 ans, est parfois compliqué. Donc on voit que tout n'est pas rose et qu'il y a des intérêts qui divergent sur certains sujets. Néanmoins, les chiffres qui ressortent de ce sondage permettent d'invalider ou de relativiser très très sérieusement l'idée d'une guerre larvée et montante entre nos générations. Il y a un lien intergénérationnel au niveau individuel et familial qui reste très fort, et on peut même penser que la crise du Covid a plutôt eu comme effet de ressouder ou de renforcer ces liens plutôt que l'effet inverse. Donc voilà un petit peu les résultats principaux qu'on pouvait tirer de cette enquête. Bien, bien, bien. Merci Jérôme, c'était vraiment passionnant. Et en fait, je retenais cette formule
que vous avez indiqué, qui consistait à dire la guerre des générations n'aura pas lieu. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, je vais en faire un petit bout de papier qui va s'appeler la guerre des générations n'aura pas lieu. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'âge de la retraite est vraiment un clivage. Évidemment, ma génération qui est en dehors de cette difficulté aujourd'hui considère que il faut surtout repousser, bien évidemment, et évidemment les plus jeunes sont relativement opposés, ce qui signifie que la question doit être posée de l'âge de la retraite doit être posée de manière très très différente de celle qui a été l'âge pivot, enfin tout ce qu'on a pu raconter dans la première version de la réforme des retraites. Alors maintenant, je vais donner la parole à 3 personnalités éminentes, et puis je me permettrai aussi de rajouter mon grain de sel. Marianne Monchamp, qui est présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Guillaume Goubert, qui est le directeur de la Croix, et Vincent Giré, qui est directeur de l'information et des sports de Radio France. Tous, et je vous propose qu'on le fasse dans cet ordre-là, Marianne, Guillaume, puis Vincent, et je vais commencer, vont introduire finalement cette journée dont on voit qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment très riche. Alors, je vais vous dire que, d'abord, je ne vais pas revenir sur le fait que c'est exceptionnel. Tout le monde a en tête l'idée que sitôt sorti de la période du confinement, il va y avoir des tensions extrêmement fortes sur tous les sujets, que le quoi qu'il en coûte qui a emporté l'adhésion pour l'année et demie où les 16 mois du quoi qu'il en coûte devra être remis en cause d'une manière ou d'une autre, et que ceci concerne évidemment la réforme des retraites, évidemment le problème du RSA jeune, évidemment, etc., etc., etc. Donc, on est vraiment au cœur du sujet et que nous allons essayer de l'introduire. Je voulais dire aussi, puisque je représente ici la chaire Transition démographique, transition économique, que nous allons sortir aujourd'hui ou dans quelques jours dans la librairie, mais nous l'avons aujourd'hui disponible et nous allons le diffuser très largement sur les réseaux, un livre qui s'appelle La question intergénérationnelle et qui, je crois, présente nos propositions dont nous verrons tout à l'heure qu'elles ont, qu'elles méritent en tout cas d'être discutées, qu'elles sont, d'une certaine manière, très appuyées sur des travaux longs. En nos travaux, chère transition démographique, transition économique, c'est 10 ans. C'est 10 ans de travail, très collective. J'ai rappelé tout à l'heure j'avais 2 camarades qui vont d'ailleurs gérer des sessions, qui sont François-Xavier Albouy et Alain Villemeur, plus il y aura des flashs par toute une série des jeunes qui font partie, chercheurs de cette chaire, et tous ont en fait travaillé sur 2 registres, beaucoup de modélisation et beaucoup d'analyse sociologique avec des partenaires qui sont souvent des partenaires d'institutions ou d'organisations qui portent les problèmes intergénérationnels, mais je ne vais pas tous vous les citer. Alors, comment on va s'organiser dans les minutes qui viennent? Eh bien, on va d'abord écouter les introductions de Vincent, d'abord de Marianne, puis de Guillaume et de Vincent, puis on rentre dans une première session qui s'appelle l'intergénérationnel à l'épreuve du choc sanitaire. C'est cette discussion qui a pu avoir lieu il y a quelques semaines sur le fait de dire est-ce que on sacrifie pas les jeunes aux vieux sur le plan sanitaire. Vous voyez l'importance de la discussion. Nous aurons en fin de matinée à 11h très précise une session qui portera sur la formation, l'emploi, la précarité des différentes générations face à la crise. Donc 2 sessions extrêmement importantes. Un petit repos, parce que dans les milliers de personnes qui nous suivent, il y a évidemment des jeunes et des vieux qui ont besoin de s'arrêter à l'heure du déjeuner. Et nous reprenons à 2h sur une session absolument top qui s'appelle les entreprises face aux défis intergénérationnels. Donc on va de nouveau reparler d'emploi, de formation, de tout ce qui, de près ou de loin, permet l'insertion de toutes les catégories, toutes les classes d'âge dans les entreprises. Nous aurons ensuite, vers 15h20 pour être précis, qu'est-ce qu'une société de confiance intergénérationnelle. Enfin,
nous aurons, et j'aurai le plaisir de l'animer, un nouveau contrat entre générations. Donc, on commence à rentrer dans l'aspect plus, j'allais dire, plus positif, plus qu'est-ce qu'on peut essayer de retenir comme proposition. Et puis, on aura ce qu'on a baptisé conclusion générale, qui va être assez long, puisqu'on ira de 17h50 à 18h à 19h, et qui, en fait, seront des propos conclusifs de beaucoup de gens. Donc, il y aura à la fois les gens de la chaire, des économistes, et puis il y aura beaucoup de personnalités, notamment, on va retrouver comme Madame Michel Delaunay, qui fut ministre, puis Brigitte Bourguignon, qui est aujourd'hui ministre de la disparité, et puis nous aurons Il y a manifestement un problème de connexion, oui. Oui, je crois, madame, que vous allez devoir commencer. Et oui, c'est ça, j'ai le feu vert. Alors, j'espère que Jean-Hervé ne m'en voudra pas de profiter de cette interruption technique pour, pour lui emboîter le pas, lui dire que je le remercie de cette invitation, de vous retrouver tous les deux pour cette introduction et de saluer tous ceux qui seront des contributeurs éminents. J'étais extraordinairement intéressée par l'intervention de Jérôme Fourquet, car elle est particulièrement éclairante. Et le premier élément qui me semble devoir être souligné, c'est que la question intergénérationnelle est une question complexe. Et comme je le dis souvent, quand j'entends parler de simplicité, j'ai tendance à sortir mon flingue. Je crois que sur la question intergénérationnelle, il est absolument indispensable de ne pas sacrifier à une ambition de simplicité qui écraserait en quelque sorte la réalité de la question telle qu'elle se pose. La question intergénérationnelle, elle vient en quelque sorte comme un millefeuille poser plein de questions générationnelles. La question de l'évolution des générations dans la famille. Le rôle des grands-parents aujourd'hui n'est pas celui des grands-parents de naguère. C'est un premier exemple. La question des générations, celle que Bruno Le Maire évoquait dans son intervention et dans son introduction, au fond, où on a tendance à opposer les jeunes, les vieux, et à prétendre ce que dénonce Jérôme Fourquet, qu'une fracture pourrait se produire qui serait de nature à rompre nos équilibres sociétaux et notre cohésion sociale. La question des générations historiques, et dans l'intervention de Jérôme Fourquet, nous en avons un exemple tout à fait remarquable, puisque la crise Covid, manifestement, en ce qu'elle fait que plusieurs générations partagent un même événement historique, est de nature à faire évoluer la question même des relations intergénérationnelles. Le fait de partager la même chose, de vivre le même drame collectif, est évidemment un élément déclencheur d'un rapprochement intergénérationnel. Les chiffres de l'étude qu'il nous a présentée l'ont montré. Vous avez également les générations statutaires qui, évidemment, sont conférés aux plus anciens ou aux plus jeunes dans une société, et ce sont là des phénomènes culturels. Et nous savons que dans une société complexe, évidemment, il y a des différences d'appréciation de ces relations sociologiques, au fond, entre jeunes et vieux. Et puis, je ne veux pas oublier la complexité des générations professionnelles. Si vous prenez, par exemple, l'environnement de l'hôpital, les générations professionnelles ont évolué, les infirmières de longue date, les plus anciennes, ont beaucoup de difficultés à transmettre leur savoir professionnel aux plus jeunes, tout simplement parce que le turnover des plus jeunes affecte la qualité de la relation intergénérationnelle dans sa dimension professionnelle. Alors, pour ne pas, comment dirais-je, allonger l'énumération, nous renvoyant à la complexité du lien intergénérationnel, je dirais qu'il faut que nous nous gardions collectivement de l'incantation que nous avons eu et que nous continuons parfois d'entendre sur la mixité sociale à la question intergénérationnelle.
Elle ne se décrète pas. On ne décrète pas qu'il faut faire de l'intergénérationnel. Et ça n'est pas parce que l'on met une crèche dans un EHPAD qu'on fabrique de l'intergénérationnel. On permet effectivement à des gens de se croiser, à des personnes âgées d'avoir la chance d'avoir dans leurs bras un tout petit enfant. C'est évidemment quelque chose qui améliore la qualité de la vie, mais ça ne fabrique pas, parce qu'on l'aurait décrété ou que l'on aurait pris des décisions normatives, une qualité de lien intergénérationnel. Qu'est-ce qui donc peut être de nature à enclencher au fond le lien intergénérationnel au-delà de ces circonstances historiques que je rappelais tout à l'heure et que Jérôme Fourquet montrait de façon très claire dans l'enquête d'opinion qui a été réalisée? Eh bien tout simplement la fabrique des politiques publiques. Il faut extrêmement la fabrique des politiques publiques, ne pas créer les conditions d'un dissensus intergénérationnel. Et je vais prendre quelques exemples. On peut commettre en matière fiscale des bévues ou des pas de clair qui conduisent à une tension intergénérationnelle. On peut mettre dans le champ de la protection sociale, et je pense en particulier à la manière dont on adresse la question de la réforme des retraites, des ingrédients qui ne favorisent pas le rapprochement intergénérationnel. Il était là aussi absolument passionnant de regarder le résultat de l'enquête présentée par Jérôme Fourquet. Au fond, les plus jeunes, eux, sont extrêmement inquiets de leur avenir et dès lors très hostiles à une réforme des retraites. Alors que ceux qui se rapprochent de ce terme-là, d'abord parce qu'ils maintiennent leurs droits, eh bien, sont peut-être relativement moins inquiets à l'idée de travailler plus longtemps. Et ça, si vous voulez, c'est révélateur du biais que la fabrique de la politique publique peut porter intergénérationnelle. Il sera évoqué plus tard dans la journée la question des politiques de santé. Mais là encore, soyons très attentifs à la manière dont il faut adresser les différentes générations par nos politiques de santé. Quand on constate que la masse des ALD concerne essentiellement des personnes de plus de 54 ans jusqu'à l'âge de 84 ans environ, on a du mal à mettre en face les dépenses de santé du tout petit enfant qui sont en effet très élevées. Il faut donc que par une politique de santé dont la vocation est effectivement de faire que tous les citoyens bénéficient d'une attention spécifique, différenciée dans notre système de santé pour éviter les tentations au fond de désengagement que l'on peut entendre parfois et qui fragiliseraient notre modèle. Alors je terminerai en parlant d'une politique à laquelle je suis évidemment très attachée, puisque je préside le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui, comme vous savez, est devenue depuis la loi du 7 août 2020 une cinquième branche de protection sociale, une cinquième branche dans l'environnement de la sécurité sociale. Cette cinquième branche, je fonde l'espoir qu'elle soit, parmi d'autres, évidemment, parmi d'autres, un puissant outil de rapprochement des préoccupations intergénérationnelles. La cinquième branche n'est pas fléchée dépendance ou grand âge. La cinquième branche a pour objet de soutenir l'autonomie. L'autonomie des personnes âgées, l'autonomie des personnes en situation de handicap, et allez savoir, peut-être demain, si on fait un peu de prospective de la sécurité sociale, l'autonomie des plus jeunes. Et c'est sans doute dans cette perspective de soutenir les choix de nos concitoyens, de soutenir la vie autonome des Français, que l'on peut imaginer un développement de la vie sociale qui fonderait sur l'égalité des chances et la volonté de soutenir chacun à sa place pour renforcer le pacte social. Dites-moi comment vous pouvez, vous, l'État, vous, la puissance publique, soutenir mes projets, m'aider, m'accompagner dans la réalisation de mon propre destin. Et là, la question de l'âge, on le voit, ne prend qu'une place très subsidiaire, très secondaire. Elle est recentrée, au fond, l'ambition sur la citoyenneté et l'égalité des chances. C'est par là que je terminerai en disant que prévenir les ruptures doit être un des enjeux de la fabrique des politiques publiques. Prévenir le désengagement du pacte social doit être désormais, au fond, le leitmotiv des politiques de protection sociale et des politiques publiques. Je me suis réjouie quand le président de la République a pointé l'enjeu de l'égalité des chances
mais que-là de ce que cela pouvait apporter aux jeunes générations, c'était au fond un renforcement du pacte républicain qui était sous-jacent à cette orientation. Et je terminerai, ce sera mon dernier mot, pour dire que alors que nous nous préparons à sortir de crise, il nous faut renforcer nos mécanismes de coopération à travers l'expression de ces politiques publiques et la place que chacun doit y prendre et doit y trouver. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette introduction à une journée très prometteuse. Merci beaucoup, Marianne. Toujours pour 6 minutes, Guillaume Goubert, qui est le patron de la Croix et donc patron de la rédaction. Bonjour, Guillaume. Ah, je n'entends plus. Comment ça se fait? Là, il faut vraiment que tu viennes. Parce que Votre micro est fermé, monsieur Goubert. Monsieur Goubert, vous n'avez pas ouvert votre micro. Non, monsieur Goubert n'a pas ouvert son micro. Monsieur Goubert. Excusez-moi, je croyais que ça y est. Je croyais que c'était la régie qui. Je vous demande pardon à tous. Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous présenter quelques réflexions, mais bon, comme je suis journaliste, ma vocation c'est plutôt d'écouter les propositions et d'en rendre compte, d'en être médiateur plutôt que de donner ma propre opinion. Une réflexion par laquelle je voudrais commencer, c'est nous faire remarquer à tous que nous avons tendance à nous sentir plus jeunes que notre âge. C'est ce qu'on appelle le décalage entre l'âge subjectif et l'âge réel. Et là-dessus, mon anecdote préférée, je la dois à l'architecte Renzo Piano. Un jour, en 2013, il a reçu un coup de fil du président de la République italienne qui lui proposait de devenir sénateur à vie. Il faut savoir que le Sénat italien compte 5 membres nommés à vie par le président de la République pour avoir, je cite la Constitution, honoré la patrie par leurs mérites éminents dans les domaines social, scientifique, artistique et littéraire. Alors la première réaction de Renzo Piano a été un cri du cœur, mais je suis trop jeune pour ça. Et il a entendu un éclat de rire au bout du fil et son interlocuteur lui dire « Puis-je vous rappeler que vous avez 75 ans ?» Renzo Piano avoue qu'il a ce jour-là brutalement pris conscience de son âge. Et il ajoutait avec humour « Ma seule excuse est que mon interlocuteur, Giorgio Napolitano, avait lui près de 90 ans. » La cité française aujourd'hui est un peu dans la situation de Renzo Piano. Elle n'a pas tout à fait conscience de son âge, ou plus exactement de son vieillissement. Il est donc très important de mettre en lumière les enjeux de cette transition démographique. C'est ce à quoi travaille notamment la chaire Transition démographique, Transition économique autour de Jean Hervé et le Club Landois qu'anime Sybille Lemaire au sein du groupe Bayard. Alors, le thème choisi pour cette journée de réflexion est évidemment crucial. Les relations entre les générations constituent un enjeu majeur qu'il faut regarder à 2 niveaux, et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec Jérôme Fourquet. Dans la sphère privée, les choses se passent plutôt bien, les solidarités familiales fonctionnent et les jeunes générations savent ce qu'elles doivent au soutien de leurs parents et de leurs grands-parents, du moins ceux qui peuvent recevoir un soutien si les moyens de la famille le permettent. À l'échelle de la nation, le tableau est en revanche plus préoccupant. Et là, il faut revenir en arrière. En France, la vieillesse a longtemps été synonyme de pauvreté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et il faut, même s'il y a encore de grandes disparités entre retraités et des disparités dont il faut examiner et prendre en charge, je pense par exemple aux retraites du monde agricole, mais globalement aujourd'hui en France, la vieillesse n'est plus synonyme de pauvreté, il faut s'en réjouir. Aujourd'hui, il faut se poser la question de rééquilibrer les choses en faveur des plus jeunes. Il faut savoir que cette question de rééquilibrage elle est sur la table depuis longtemps, puisque c'était l'objet du livre blanc des retraites publié en 1991 sous le gouvernement Rocard. Aujourd'hui, il faut se poser la question de rééquilibrer les choses en faveur des jeunes
dont le démarrage dans la vie est bien plus difficile que celui des aînés. Je pense notamment à la question de l'emploi et également à la question du logement. Donc, il faut travailler à un nouveau contrat social entre les générations qui peut passer par une contribution exceptionnelle des plus aisés dans la période que nous traversons. Voilà, c'est l'objet de la rencontre cette rencontre d'aujourd'hui, à laquelle nous sommes très heureux d'être associés avec nos amis de Radio France, et je nous souhaite à tous un fructueux travail au cours de cette journée. Merci à tous. Merci, merci Guillaume, c'était très sympathique et c'était très rafraîchissant cette affaire de Renzo Piano est tellement significative. Merci de l'avoir rappelé. On a tous ce sentiment et comme je vous rapproche un peu de l'âge Renzo Piano, c'est vrai que chacun a dans sa tête l'idée qu'il a toujours 18 ans. Donc et cette formule de expliquer que la France vit cette expérience me paraît très très forte. Et je pense qu'on va vraiment l'utiliser tout au long de la journée. Alors maintenant, la parole est à Vincent Giré, qui est donc le directeur de l'information et des sports de Radio France. Et comme chacun sait, nous sommes très proches, liés, la chaire transition démographique et transition économique de Radio France. Merci Vincent d'être là. Et ton introduction conclura la session des introductions. Merci. Donc, je vais essayer d'être court. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Radio France est très heureux d'être aux côtés de la Croix, partenaire éditorial de cette journée de réflexion. La question intergénérationnelle est absolument fondamentale à bien des égards, et chacun l'a souligné à sa manière. Elle va définir la qualité de la société dans laquelle nous souhaitons vivre, nous pourrions vivre dans les décennies qui viennent. C'est une question qu'a bien évidemment, on voit que la crise sanitaire, on l'a vu dans le travail de Jérôme Fourquet et l'étude qu'il a présentée, il y a un signal positif. Cette crise sanitaire, qui a été une épreuve terrible, à retisser, à requalifier en quelque sorte, à réifier le lien intergénérationnel. Il y a eu de l'aide, de la solidarité, de l'attention nouvelle. Il y a un moment... D'ailleurs, il y a une embellie dans cette situation-là. Est-ce qu'on peut capitaliser sur cette embellie? Est-ce qu'elle permet de construire d'autres choses? Je pense que c'est fondamental parce que, en dehors de la photographie, qui est bien évidemment très intéressante, parce qu'on est dans cette période sensible de crise sanitaire, il y a des facteurs structurels antérieurs à cette crise qui joue fondamentalement sur le lien intergénérationnel et qui montre que le pacte qui avait été scellé en quelque sorte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le pacte intergénérationnel sur lequel nous avons vécu, grandi les uns les autres, dont nous avons profité, à bien des égards ce pacte aujourd'hui est cassé, tout simplement parce que ce qui faisait le carburant de ce pacte, ce sont des éléments qui n'existent plus aujourd'hui ou qui ne sont plus évidents. Le premier, c'est la croissance. La croissance a été très forte dans ces années d'après-guerre, dans les années 60 et dans les années 70, et c'est ce qui finalement a facilité le lien intergénérationnel. Et puis il y avait cette promesse que chacune des générations pouvait nourrir l'espoir de vivre mieux que ses parents ou ses grands-parents. On sait qu'aujourd'hui, c'est ces deux facteurs-là qui ont constitué le ciment du pacte intergénérationnel sont fragilisés. Et il y a toute une cascade de mutations que nous avons devant nous, qui sont déjà à l'œuvre, qui bouleversent les équilibres anciens de ce pacte. La cascade de mutations, vous la connaissez, c'est la mutation du travail, la révolution numérique, l'allongement de la durée de la vie, qui est une donnée absolument fondamentale, les aspirations des jeunes générations nouvelles, on a vu combien elles étaient importantes dans l'étude de Jérôme Fourquet, il y a le rapport au risque aussi qui a changé, il y a bien évidemment des questions de solidarité, il y a les questions de l'État-providence, mais il y a aussi une question fondamentale qui va driver sans doute toutes les autres, qui est la question climatique. La question climatique va nous demander collectivement, et nous demande déjà, de faire des choix fondamentaux, de réorienter profondément des politiques publiques, des choix collectifs, et bien évidemment, ça aura un impact fondamental sur cet équilibre intergénérationnel. Voilà, je crois que c'est ça qui rend cette journée passionnante. On est au début d'une réflexion, on a besoin d'entendre des chercheurs académiques, des responsables politiques, syndicaux, des associations de jeunesse, et je terminerai par une anecdote. Alors, elle n'est peut-être pas aussi belle que celle qu'a cité Guillaume Goubert avec Renzo Piano, mais
il se trouve qu'en suivant les travaux de la chaire, j'avais assisté à une sorte de battle en quelque sorte, et j'avais adoré le principe qui était de faire débattre en fait des académiques, des universitaires, des chercheurs sur ces thématiques démographiques et de voir combien on pouvait essayer de trouver d'opposition, de contradictions, voire de consensus. Et la question avait déjà été, est-ce qu'il y a des générations sacrifiées Guillaume Dalbis, Hippolyte Dalbis, pardon, qu'on va entendre tout à l'heure dans cette conférence, avait dit, mais pas du tout, les jeunes aujourd'hui arrivent globalement dans un monde qui est beaucoup plus riche que celui de leurs parents ou de leurs grands-parents, l'espérance de vie a beaucoup augmenté, et l'accès à l'éducation s'est considérablement ouvert. Et pour autant, on pouvait tout à fait plaider aussi l'inverse, en disant, en fait, les générations issues du baby-boom ont laissé une cascade de problèmes terribles devant et sur les épaules des jeunes générations, à commencer par le climat, la dette, une forme d'individualisme et de consommation effrénée, et par conséquent qui va rendre le destin des jeunes générations beaucoup plus difficile. Et finalement, au total, il y avait eu consensus pour dire il n'y a pas des générations de jeunes sacrifiés, mais il y a au sein de chaque génération des personnes sacrifiées, des situations qui font que des personnes aujourd'hui sont fragilisées, précarisées, mises à l'écart et en difficulté. Et donc c'est beaucoup plus, qu'on voit bien d'ailleurs à travers cette image, combien en fait il sera difficile d'avoir simplement des politiques globales à l'ancienne, mais il faudra cibler très certainement des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus proactives, et c'est aussi peut-être une autre façon de faire de la politique qui est devant nous en s'intéressant à ce sujet. Voilà, je m'arrête là, je serai très attentif au débat de la journée, et je crois qu'ils ont fort bien commencé. Merci à vous tous. Merci Vincent. En réalité, ce qui surnage de cette première heure de discussion et de présentation du sondage et de l'intervention de Bruno Le Maire, c'est plutôt de l'optimisme. Alors, on va maintenant voir que les choses ne sont pas simples. La proposition que fait Vincent est très importante, c'est de dire que les politiques à mener sont des politiques vraisemblablement assez nouvelle, une manière très, j'allais dire, moderne de poser les sujets, associant beaucoup de gens. Ce matin, j'entendais qu'il commençait à y avoir un débat sur le deuxième plan de relance. C'est bien, j'ai une opinion là-dessus, mais ça ne suffira pas de mettre du quantitatif, il va falloir mettre du qualitatif, il faut repenser vraisemblablement la manière dont on enseigne, la manière dont on reçoit des formations, de la manière dont on s'insère sur le marché du travail. Alors, c'est bien ce que nous allons faire maintenant, à partir de maintenant. On rentre dans les vrais sujets de difficulté. On va traiter successivement du sanitaire, puis on va traiter après du travail et de la précarité, puis on va traiter après ça de l'entreprise, de la confiance, du contrat, d'une conclusion. Vous voyez, tout ça va se développer tout au long de la journée, mais c'est plutôt maintenant, on rentre dans le dur et on va essayer de voir s'il y a des solutions pour tous ces sujets qui, au fond, sont les sujets majeurs de la réflexion dans notre pays. Je pense en réalité que nous sommes le premier grand débat présidentiel pour l'élection présidentielle de 2022. Alors, je dois vous dire que nous avons 1 minute d'arrêt. Donc, surtout, allez vite prendre un café et ne nous quittez pas. On démarre sur le premier sujet qui est le sanitaire et qui sera démarré par Sophie Cluzel, qui est le secrétaire d'État qui traite des problèmes de personnes handicapées. Ce sera animé par François-Xavier Albouy, qui est un des directeurs de la chaire, et avec une intervention tout à fait remarquable, un petit flash d'Adeline Moret, qui est juste en face de moi et qui est un des chercheurs de la chaire. Voilà, donc surtout, prenez vite votre café, revenez dans 45 secondes. Dans 45 secondes, on démarre. À tout de suite.